Bonjour tout le monde, donc on est aujourd'hui à la COC et on va parler intelligence artificielle. Donc nous avons la chance d'avoir l'Institut Europa présent et Monsieur Marco Landi qui a créé, qui est le président. Pouvez-vous nous présenter l'Institut Europa? Merci beaucoup. On est très heureux d'être ici, d'avoir eu cette invitation qui nous permet de vous faire comprendre qu'est-ce qu'il est l'Institut Europia, IA. On a voulu faire quelque chose au niveau Europe pour l'IA, pour l'intelligence artificielle. On a créé à Sophia Antipolis, je suppose que vous tous connaissez, le plus grand technopole d'Europe qui est dans le département des Alpes-Maritimes, ce qu'on appelle la maison de l'intelligence artificielle. C'est un endroit dédié aux jeunes et aux moins jeunes pour commencer à comprendre qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle. On fait des démos, on fait des démonstrations, on fait aussi des cours pour les collégiens. On commence pour les collégiens, on passera après aussi aux lycéens, pour sensibiliser les jeunes, créer des nouveaux talents pour l'intelligence artificielle. À côté de ça, on a pensé de mettre un institut, l'Institut Europia, pour faire des grandes conférences, grand public, pour vraiment vulgariser l'intelligence artificielle. Quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, beaucoup de monde a peur, parce qu'ils comprennent qu'il y a des robots, qui bientôt ils vont devenir très intelligents, qui vont se révolter contre les hommes qui les ont créés et qui vont nous faire du mal. Bon, beaucoup c'est de la science, ça s'était créé malheureusement à cause de beaucoup de films de Hollywood, et ça c'est exactement la raison pour laquelle l'Institut Europia est né, c'est de faire comprendre qu'il y a beaucoup de dangers dans l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il va pénétrer dans toutes les activités de l'homme et de la femme. Et nous, on veut qu'il soit une façon très éthique, très responsable, de façon que l'IA soit au service de l'humanité. Et ça, c'est exactement notre objectif. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Il faut la suivre, il faut surtout faire de façon que beaucoup de jeunes et de filles, ils se donnent à mieux comprendre, à étudier, à prendre des cours jusqu'à l'université pour être des membres acteurs de la révolution que l'intelligence artificielle va faire dans notre monde. Donc, ça fait combien d'années qu'existe l'Institut? On a créé l'Institut Europia il y a 2 ans. On a fait déjà beaucoup de conférences. On a déjà beaucoup de membres, on est presque 140. On a commencé maintenant à créer l'Institut Europia en Italie. On est en train de le créer en Belgique, mais aussi en Afrique, par exemple, au Maroc, où on a eu des contacts. Merci à Jérôme, qui après il pourrait en parler de ça, parce qu'on veut vraiment pas rester dans notre endroit du département 06, mais c'est élargir le plus possible. Très bien. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Marseille. Donc pour des Niçois, c'est déjà loin d'aller jusqu'à Marseille. Je plaisante bien évidemment. Donc dans les différentes actions de l'Institut, vous avez écrit un livre récemment. Est-ce que Laurence peut nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors moi je suis Laurence Vanin, je suis experte à l'Institut Europia et je m'occupe notamment des questions d'éthique et de philosophie en rapport avec les pratiques de l'IA au cœur même des smart cities, c'est-à-dire que le domaine est très vaste, et notamment l'éthique des relations aux objets connectés, ces objets qui nous parlent. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai le plaisir de participer aux activités depuis la création de l'Institut Europia, aux côtés de Marco Landi et de toutes les équipes. Et je suis ravie parce que j'ai eu le temps de coordonner, on va dire, l'ouvrage ici, Institut Europia, donc sur
l'intelligence artificielle. Il s'agissait dans un premier temps de rendre accessible et puis de démocratiser la question de la notion d'Europe et d'IA, parce que l'IA, c'est à Nice, mais pas seulement, on est sur l'axe euro-méditerranéen, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue mondial, et surtout parce qu'il fallait peut-être mettre en relation, structurer toutes ces tribunes qui avaient permis à mes collègues de s'exprimer moi-même au cours de l'année. On voulait en faire un petit événement pour pouvoir célébrer aussi le travail de l'Institut. Et parallèlement à ce genre de publication, puisqu'il y en aura d'autres, tous les ans nous publierons un ouvrage des tribunes de l'année, il y aura aussi un ouvrage à chaque fois un peu plus peut-être scientifique, élaboré avec des articles plus profonds pour ceux qui voudraient chercher peut-être des expertises ou des regards ou des points de vue croisés avec la transdisciplinarité qui est, on va dire, de mise au cœur même de l'Institut européen. Voilà, et je suis très heureuse aussi d'être une femme au cœur de cet institut, il faut quand même aussi le dire, parce que trop souvent les métiers des technosciences ou même de l'IA semblent difficiles ou complexes, ou en tout cas les femmes n'osent pas entreprendre, les jeunes femmes. Donc je m'adresse aussi à elles pour leur dire qu'il faut y aller et qu'elles ont leur place, elles ont des choses à dire et que l'intelligence artificielle, c'est féminin. Donc n'oublions pas une intelligence artificielle et donc il faut qu'elles s'engagent aux côtés de ces messieurs pour pouvoir faire évoluer et changer le monde de demain parce qu'elles doivent accompagner aux côtés de ces messieurs tous ces changements. Merci Laurence. C'est vrai que c'est un vaste sujet, l'emploi féminin dans le numérique. C'est en plein développement, mais c'est vrai qu'on a un a priori, on dirait après le bac, où beaucoup de jeunes filles, même si elles ont fait des études scientifiques, ne restent pas dans le côté scientifique et vont plutôt du côté de la com et du business. Donc ça change un peu, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet. On se rend compte que c'est dès l'orientation au collège où elles ont du mal à s'orienter vers les sciences. Et bon, moi, je suis philosophe et c'est aussi, entre guillemets, un métier d'homme. On voit peu de femmes philosophes. En tout cas, celles qui existent, on ne les donne pas assez souvent, ce qui fait qu'elles n'ont pas vraiment leur place et on les a occultées des ouvrages. C'est pour ça que moi, j'écris. Et quand j'écris, je place les femmes philosophes de l'Antiquité à nos jours. Mais surtout, ce qui est très heureux, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le monde est mixte. La pensée est mixte, l'évolution, l'avenir de l'homme, c'est pas seulement la femme, c'est les vivants en général, parce que la nature compte aussi. Et je crois que c'est important que ces jeunes femmes sachent qu'elles peuvent s'engager. Et on se rend compte que souvent, on a dit que les femmes, comme elles portaient les enfants, elles avaient un temps d'arrêt dans leur cursus professionnel, dans leur vie tout court. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu en train de changer parce qu'on conçoit que avoir un enfant, c'est pouvoir aussi créer la famille et fédérer aussi sur d'autres valeurs les relations qu'on entretient avec l'humanité et après s'impliquer professionnellement. Eh bien, pour une femme aujourd'hui, je pense que c'est une façon aussi de s'épanouir, mais je pense aussi à celles qui restent au foyer parce qu'elles sont aussi nombreuses, par choix certaines aussi, et il faut se dire qu'à la maison, avec la domotique, elles auront de plus en plus affaire à des objets connectés. Il faudra elles aussi qu'elles soient initiées à ces choses-là. Donc, les femmes sont aussi des passeurs de sens et de signification, pas seulement par le sang, mais aussi par les idées. Et je pense que dans une maison, une femme est importante, comme à l'extérieur, et elle rayonne aux côtés d'un homme. Et ça, il faut aussi le signaler que les hommes sont aussi partie prenante du mouvement des femmes. D'abord, là, on parle d'intelligence artificielle, c'est des technos comme les autres qui sont en liaison avec l'humain. Donc l'humain est hyper important, qu'il soit masculin ou féminin. Parce qu'on a tous un côté masculin et féminin, donc en chacun. Sur l'intelligence artificielle en soi, dans votre livre, donc c'est un focus de votre dernière activité. Qu'est-ce que vous mettez en valeur, en fait? Alors, l'intérêt, c'est d'avoir eu un panel de scientifiques et d'entrepreneurs qui se sont impliqués dans l'ouvrage. Alors, on a des rapports à l'IA et l'art, l'IA et le travail, pour un métier de demain, l'IA dans la santé. Donc, il y a tout un ensemble, il y a l'entreprise, enfin, il y a tout un ensemble d'articles qui sont des tribunes, donc c'est très accessible. Je conseille, moi, l'ouvrage beaucoup à des étudiants ou à des jeunes gens qui veulent véritablement voir un peu tout ce qui se passe en IA, notamment en terminale, quand il y a un choix d'orientation. Et puis, bien sûr, à la maison, on est dans l'intergénération aussi. Les anciens se mettent de plus en plus à l'Internet. Il faut vraiment penser à eux. Et on est pour une IA inclusive, c'est-à-dire quelque chose qui permet à tous d'intégrer ce changement on va dire de pratique. On a eu l'imprimerie, l'écriture. Maintenant, on est dans l'IA et c'est le grand changement, la grande révolution qui va transformer les coutumes, les us, les façons de vivre, etc., etc. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'il
qu'il y ait cet élan de nouvelle curiosité de ceux qui ne sont pas forcément accoutumés pour aller vers ça et lutter contre l'électronisme. Il y a une part d'éducation et cet ouvrage en fait partie. Et toute la vision même de l'Institut Européa a une valeur éducative et une façon de pouvoir aider les citoyens de demain à s'épanouir dans la cité, mais à ce que la cité et même l'environnement en général soient préservés avec une IA respectueuse, on va dire, d'un cahier des charges, d'un numérique responsable et d'une protection de l'environnement et des pollutions liées au numérique aussi. Et tout ça, c'est des valeurs qu'on porte au sein de l'Institut. Très bien. Donc là, en fait, on parle usage et cadre, en fait, on va dire au sens large du terme, qu'elle soit éthique, développement durable et autres. On ne parle pas de technique dans ce livre, on est plus sur l'usage en tant que tel. On est sur l'usage, on parle aussi des dérives peut-être possibles avec la 5G, on parle aussi des points d'alerte. Si l'IA fait tout pour moi, est-ce que la pensée sera paresseuse? Est-ce que je deviendrai feignante parce que les choses sont faites pour moi? Enfin, c'est un regard vraiment transdisciplinaire, multidisciplinaire, moderne, actuel. En fait, c'est le résumé d'une année de tribunes élaborée par l'ensemble des acteurs de l'Institut Européa qui œuvrent aux côtés de Marc Rolandi. Très bien. Pour les personnes qui suivent notre vidéo, qui ne sont pas forcément des experts de l'intelligence artificielle, il y en a qui, évidemment, regarderont. Vous qui n'êtes pas donc une technicienne de l'intelligence artificielle, comment vous pourriez définir pour des gens qui n'y connaissent rien ce qu'est l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde y accède par l'objet connecté, un objet qui nous parle et qui est de plus en plus intelligent parce qu'il nous apporte déjà, avant même qu'on ait des besoins, des solutions envisageables. On monte dans sa voiture, on rentre une adresse et on a déjà l'orientation pour être guidé sur une route. Donc, l'intelligence artificielle porte, entre guillemets, assistance à un humain qui a besoin peut-être d'être assisté dans des actes quotidiens. Notamment, je pense aussi à la réhabilitation de personnes qui perdent la mémoire dans l'Alzheimer, les enfants à l'hôpital. Il y a des utilités absolument extraordinaires. Mais en même temps, philosophe et investi d'un devoir d'éthique, là, il faut toujours faire attention parce que l'IA, derrière, c'est des algorithmes, c'est donc des données. Que fait-on de ces données? Comment les négocier? Comment aussi les algorithmes sont-ils créés? Est-ce que justement la programmation est exclusivement masculine, avec des jeunes hommes de 30 ans qui reflètent l'image même de l'ingénieur? Ou est-ce que justement cette IA, c'est ce qui permet aussi une sorte de possibilité d'être racheté par des multinationales, on pense aux GAFAM, au détriment des politiques qui seraient asservis? Enfin, il y a des tas de choses comme ça, enfin des questions primordiales ou essentielles en tout cas, que la philosophe qui n'est pas la technicienne pose. Et puis, pour me faire plaisir et rajouter juste une conclusion à ce que je dis, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le robot qui me parle, parce que quelque part, quand il se penche vers moi et qu'il tend ses mains, je pense à Piper, qui a vraiment des phalanges, etc., j'ai l'impression qu'une humanité pourrait être présente, et j'ai un problème de rapport à cette conscience d'un objet qui n'est pas conscient. Bien sûr. Ça, c'est véritablement, je crois, un des enjeux primordiaux quand on va arriver à donner un regard expressif à ces robots. On va se perdre dans un regard, mais on ne faudra pas oublier qu'on est face à une machine. Et ça, il faut le rappeler aussi parce que c'est très bluffant. Bien sûr. Il faut rassurer nos téléspectateurs que l'intelligence artificielle est en loin, très très loin d'animer des robots comme un humain, même si on voit de plus en plus des robots de plus en plus, en tout cas avec des mouvements fluides, des échanges. Parce que c'est ce qui est important aussi, l'intelligence artificielle ne s'améliore que par des expériences ou l'échange de data. Donc plus on a d'expériences et plus on a des échanges de data. C'est pas la data en soi qui est importante, mais c'est la mixité de toutes ces datas qui permet de reproduire du réel et donc derrière d'avoir des réponses qui se rapprochent du besoin. Et donc ça, c'est hyper important de se dire que c'est pas parce que vous mettez vos données personnelles en disposition que les GAFAM sont vraiment intéressés par votre photo. C'est plus dans la mixité de vos données liées à d'autres données que ça va apporter de la valeur au total. Surtout que l'intelligence artificielle apprend. Elle est dans un deep learning, donc en permanence, elle se nourrit de toutes ces données qui la font évoluer également. Donc, il y a tout un travail qui est abstrait pour le commun des mortels, qui allume son ordinateur et qui ne voit pas ce qui se passe dans l'antichambre, on va dire, de la mémoire et des interactions Internet. C'est intéressant et en même temps, ça fait grandir cette intelligence artificielle qui, petit à petit, va peut-être nous ressembler.
Tout à fait. Bon, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on en a pour plusieurs années, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des services, notamment services clientèle, qui permettent de répondre à des demandes, alors qu'avant, il fallait attendre les heures d'ouverture et on le voit de plus en plus. Alors, c'est des petits messages sur un site web, mais de plus en plus, ça devient de plus en plus intelligent dans les réponses qu'on nous donne. Et ça, il y a quelque temps, c'était pas possible. Et derrière, c'est de l'intelligence artificielle, même si on est aux prémices des grands changements. On a une intelligence artificielle qui fonctionne comme ça à l'Institut européen et à la Maison de l'intelligence artificielle, puisqu'on a carrément une hôtesse qui vous répond et qui est là, qui justement s'améliore à mesure qu'elle rencontre des interlocuteurs ou des questions d'enfants qui questionnent avec d'ailleurs beaucoup d'intelligence ce petit personnage emblématique, mais en même temps qui font évoluer cette intelligence artificielle qui, je le rappelle, n'est qu'un ensemble d'algorithmes. C'est une machine améliorée, c'est la machine qui pense, comme disait Turing, et donc c'est assez fascinant, comme il faut le dire. Merci. Donc l'Institut Europia est en plein développement depuis quelques années. Jérôme, quels sont les objectifs à court et moyen et long terme pour l'Institut ? À court terme, on reste dans notre cahier des charges qui est vraiment de démystifier au grand public via des cycles de conférences de partout en France et en Europe et d'élargir en Afrique, comme le disait Marco. Il est essentiel de faire les conférences au grand public le plus possible en présentiel. Bien sûr que la visio, on a été obligé de passer par ce produit et qui est très intéressant, hein, parce qu'il peut toucher des multitudes du monde à travers toute l'Europe et à travers tout le monde en temps réel. Ce qui est intéressant aussi, c'est le présentiel, d'interagir avec le public. Donc, on a plusieurs publics, on a le grand public, on a les étudiants, on a les chefs d'entreprise, pour les sensibiliser sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Notre rêve, ce serait d'avoir des maisons d'intelligence artificielle de partout, dans tous les départements de France et d'Europe, et de faire en sorte puisque la maison d'intelligence accueille les collégiens aujourd'hui via un parcours pédagogique pour leur expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, pour les sensibiliser, mais pas que, c'est aussi un incubateur. C'est aussi un lieu où on fait l'acquisition d'un supercalculateur qui est mis à disposition aux entreprises que l'on héberge. C'est un lieu de rencontre et d'échange, et ça c'est important. Donc aujourd'hui, nous sommes en Italie, nous allons être en Belgique via Bruxelles. Nous avons de plus en plus de gens qui nous contactent et qui sont intéressés par le côté éthique. Ce qui m'a beaucoup plu lorsque je suis rentré en contact avec Marco Landi, c'était ce côté de bienveillance et d'éthique que l'on met l'intelligence au service de l'humanité. Et ça, c'est primordial pour moi parce que j'ai ces craintes-là aussi. J'ai les craintes pour mes enfants, j'ai les craintes pour ce monde de demain. L'intelligence artificielle va accélérer de plus en plus. On en devient, ça va être exponentiel. Il y a l'ordinateur quantique qui arrive aussi. Donc, les gens ont peur, mais ils ne savent pas que ça fait déjà partie de leur quotidien. Et la définition de Laurence Vanin sur l'intelligence artificielle est très intéressante, mais l'on oublie aussi que c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent de simuler le cerveau humain, donc le raisonnement. Donc, on peut y mettre de l'empathie. Ce n'est ni plus ni moins que le reflet de notre cerveau. Et comme le dit si bien Marco, c'est la définition aussi de la philosophie. L'intelligence artificielle, c'est de la philosophie, c'est comment nous fonctionnons qui va faire que. Donc, c'est de mettre beaucoup d'humanisme, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, l'agapé, l'amour inconditionnel, sur notre prochain, de penser avec beaucoup d'empathie, ne pas penser que pour soi, mais de penser pour l'ensemble de la population. Toute la difficulté avec le multiculturalisme, parce qu'on ne pense pas pareil en Chine qu'en France, déjà de l'OM à Paris. Je fais exprès de dire l'OM. Nous n'avons pas la même culture, mais il y a des points de convergence. Et c'est sur ces points de convergence qu'il faut aller et qu'il faut se concentrer. Et c'est pour ça que nous développons au maximum l'Institut Europia à travers l'Europe et le Maroc qui nous suit, où le Royaume a été très sensibilisé. Donc, avec l'Université Mohamed Ier à Oujda, nous allons créer la première maison d'intelligence artificielle d'Afrique. Et le Maroc est un pont énorme vers l'Afrique. Et nous y tenons parce que l'Afrique a un potentiel extraordinaire. On voit les low-tech qui sont capables de faire. Donc demain, c'est une source très intéressante d'élèves, de futurs ingénieurs. Et si nous ne les sensibilisons pas à tous ces enjeux-là, ça va être difficile.
En revanche, nous avons vraiment un rôle qui est sociétal et j'y crois fermement. Donc, c'est pour ça que nous développons le maximum. Nous avons besoin d'adhérents aussi qui participent à notre édifice. Donc, Christian dira deux mots, notre trésorier tout à l'heure. Et c'est vraiment un beau projet. Donc, on en est avec le bâton de pèlerin. Marco l'a pris, nous le suivons derrière, on a toute confiance en lui. Et il a une vision qui est très claire et très bien définie. Et je suis très heureux d'œuvrer à leur côté et avec tous les experts que nous avons, qui sont de renommée internationale. Nous sommes en train de faire un gros partenariat avec la Direction générale de la gendarmerie, avec le colonel Patrick Perrotte, qui est le patron du laboratoire d'innovation de la gendarmerie, et sur lequel il nous a rejoint en tant qu'expert et qui a cette sensibilité d'éthique. Et nous sensibilisons aussi le secteur public. Pourquoi? Parce qu'avec le RGPD, la CNIL, etc., il y a toutes ces peurs qu'ont les fonctionnaires d'aller vers l'intelligence artificielle. Et pourtant, ça permettrait à plusieurs gendarmes de gagner énormément de temps. On le voit déjà avec une société qui est Anton Normand, qui est Bluebeard, qui fait le traitement d'images sur les enfants issus sur les ordinateurs des pédophiles pour traiter les images d'enfants. Un gendarme met 6 mois, l'intelligence artificielle met 5 minutes. Donc, le temps que l'on gagnerait dans les affaires, etc., on y vient doucement, mais on y vient sûrement. Et le jour où ça va venir, on y sera en plein dedans. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi l'Institut Europia, d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, l'objectif, c'est bien de connecter les différents territoires pour améliorer cette gestion et cette utilisation plus pertinente et en tout cas plus large de l'intelligence artificielle, tout en gardant de l'éthique dans son utilisation. C'est l'objectif de l'Institut Europia, c'est vraiment de créer une connexion entre les territoires européens et africains pour fédérer une intelligence artificielle, on va dire, éthique. Absolument. C'est de nous démultiplier aussi. C'est d'avoir des points de présence parce qu'on se rend compte que les points de présence sont indispensables à notre œuvre. Et c'est pour cela qu'on veut des points de présence par département, parce qu'il faut être sensé après et logique. Et département et puis région à l'étranger, le fonctionnement, on se plie à leur fonctionnement aussi. Mais c'est indispensable d'avoir des points de présence, d'avoir le même discours dans ces points de présence-là, puisque c'est notre marque. Hein. Donc, c'est d'être tous ensemble dans le même but. Et au plus nous toucherons de personnes, au plus nous réussirons. Et c'est notre beau projet. Ok. Merci, Jérôme. Alors, Christian, vous qui gérez les cordons de la bourse, un institut et doit fonctionner avec des subventions, mais aussi avec des cotisations. Quels sont les objectifs Bien, comme vous l'avez pu le comprendre, toutes ces actions qui sont lancées et qui sont soutenues par les divers collèges que l'Institut Europia a constitués nécessitent des ressources. Ces ressources ont été d'abord attribuées à l'Institut Europia dans le contexte de la Maison de l'intelligence artificielle, dans le contexte de Sophia Antipolis, et nous avons bénéficié d'un support des collectivités locales très important depuis le départ. Mais dans le même temps, nous nous adressons à un public extrêmement large et nous sollicitons bien sûr l'adhésion de tous ceux qui voudront bien nous rejoindre pour profiter en priorité de nos démarches, de nos actions et d'être informés au mieux de ce que nous entreprenons. Mais au-delà de cela, nous faisons une sollicitation pour que le mécénat ou le sponsoring puisse nous bénéficier. Et là, bien sûr, on ne peut pas faire une démarche, marketing pour solliciter ce genre d'œuvre. Nous sommes très demandeurs de ressources qui pourraient être de cette nature. Parce qu'au demeurant, toute l'action que nous menons, que nous conduisons aujourd'hui, est quand même le fruit d'une contribution de bénévolat de la part d'une grande population d'experts et de personnes qui contribuent à notre action, qu'il faut souligner, et des gens de très grande qualité, que normalement, si nous devions en assumer la charge, nous coûterait extrêmement cher. Donc là, c'est un point très important. La qualité de notre action, qui se résume dans une formule que nous mettons en avant, c'est comprendre pour agir, avec bien sûr
l'ombre de l'intelligence artificielle au cœur de cette formule, eh bien, il nous faut des moyens. Et c'est ces moyens que nous essayons de collecter en sollicitant donc des gens qui viendraient nous rejoindre et surtout s'adresser aux gens qui pourraient nous sponsoriser et nous apporter du mécénat. Voilà ce que je voudrais dire, et en espérant être entendu. Merci. Donc, si des collectivités veulent accueillir des points de présence et si des entreprises veulent œuvrer sur le développement de l'IA de manière éthique, elles sont, j'imagine, les bienvenues à l'Institut Europia et contacter Marco et Jérôme et Christian qui prendra évidemment tous les contacts qui vont bien. On a un site web que je voudrais... Allez-y. Parce que serait la meilleure façon de nous contacter, qui est www.instituteuropia.eu. Europe. Tout Europe. Donc www.instituteuropia.eu. Là, vous trouverez aussi quelque chose qui est très intéressant. On a une assistante virtuelle qui pourra vous aider pour comprendre qu'est-ce qu'il est l'Institut et comment vous pourrez devenir membre de notre Institut. Avant d'ouvrir sur les différents, notamment sur un prochain événement, donc sur le livre, pour ceux qui voudraient le lire, parce qu'on en a parlé, mais il se trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies et autres. Donc c'est les éditions Ovadia, c'est ça? Exact. Et le titre exact, c'est l'intelligence artificielle en question, pour ceux qui recherchent. Donc parce que on vous mettra toutes les références sur les commentaires YouTube. Mais voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et puis après, il y a un big event qui se prépare pour le début 2022. Est-ce que vous pouvez, en conclusion, nous en dire quelques mots? Alors, on a terminé la série de conférences qui n'était malheureusement pas en présentiel le mois de juin. On recommence le mois de septembre avec une conférence sur les femmes dans l'IA. C'est exactement ce qu'on disait avant. Un de nos objectifs, c'est aussi de changer un peu cette culture que la femme, il ne doit pas être dans des situations de technologie. Là, c'est grande erreur, surtout parce que pour éviter tous les biais qui sont là, il faut qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes. Alors, la première conférence sera le 8 septembre encore sur l'IA et la femme. Le mois d'octobre, on la fera avec, comme disait Jérôme, une conférence sur la sécurité, sur la cybersécurité. C'est un moment très important et très utile de faire comprendre comment on peut sécuriser nos propres données. Et ça, on va la faire en coopération avec la gendarmerie nationale. Le mois de novembre, on va encore en faire une conférence sur l'IA et la femme. Et le mois de décembre, on fera une grande conférence avec Luc Ferry sur l'IA et l'éthique. Voilà, ça c'est pour finir l'année 2021. Et on est en train de préparer toute une nouvelle série de conférences pour 2022 qu'on va mettre dans notre site web bientôt. Par contre, vous préparez un gros événement quand même au Palais des Festivals. Si vous pouvez nous en donner quelques mots. Là, c'est une idée qui est venue dans l'Institut Europia. Nous, on est porteurs de cette idée. Qu'est-ce qu'il est cette idée? On veut créer un grand moment et on a pensé au Palais des Festivals de Cannes pour avoir un grand congrès, on a voulu appeler pas congrès mais festival, pour avoir le monde entier. Et on a créé des grands partenariats en Chine, en Afrique, Moyen-Orient, Europe et Amérique pour avoir les meilleures têtes, les meilleurs acteurs de l'intelligence artificielle. Un événement où on va montrer qu'est-ce que sont les avancées de l'intelligence artificielle. On sera 3 jours, les 10,
11-12 de février 2022, où on va présenter les nouvelles avancées de l'intelligence artificielle et l'impact que tout ça va avoir dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui sera organisé par une agence de Paris, Corp Agency, qui a reçu de notre part la responsabilité d'organiser cet événement. C'est clair qu'on fera appel à toutes les entreprises de notre région, ici particulièrement Marseille et Nice, et un des endroits particuliers sera la maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. On a eu la chance d'avoir une des grandes de l'intelligence artificielle, Yann Lecan, qui est français, mais qui opère chez Facebook dans la Silicon Valley. Et c'est avec lui qu'on a commencé à imaginer quel type de structure donner à ces grands événements. Mais l'objectif, c'est et le reste, c'est qu'il est l'objectif de l'Institut européen. AI for Humanity. Il faut que de plus en plus, cet sens de l'éthique, de la responsabilité rentre partout, parce qu'il faut que l'IA soit au service de l'homme. Et ça, c'est notre objectif. Merci Marco. Avant qu'on fasse le tour de tout le monde, je voulais quand même préciser, quelle que soit la techno, IA ou pas IA, les gens regardent toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, mais en général, il faut se dire que le digital, l'innovation est là pour aider l'humain et pas l'inverse. Et donc, si on sait bien la maîtriser, bien l'agencer, en lien avec ses process et dans l'amélioration de ses process, normalement, on va dire le digital nous permet de nous concentrer, nous, humains, sur la valeur ajoutée, parce qu'on n'est pas très bon pour faire de l'abattage et du travail de manière volumique assez basique, et on est plutôt intelligent, entre guillemets, pour réfléchir, pour synthétiser et autres, même si on ne sait pas brasser des tonnes de données, mais on a une vraie complémentarité à avoir avec le digital, plus que de se dire que le digital va remplacer des humains. Ça permet à des humains aussi de devenir, entre guillemets, plus intelligents avec des outils qu'on leur met entre les mains ou avec des lunettes, parce qu'on le voit de plus en plus aussi avec l'intelligence augmentée. Donc ça, c'est hyper important pour tout le monde, de se dire que le digital est plus là pour aider l'humain que l'inverse. Mais pour ça, il faut évidemment le maîtriser et avoir aussi une réflexion éthique, ce que vous faites. Et merci. Il faut les comprendre. Comme Christian disait avant, nous, on a dans notre logo comprendre pour agir. Parce que si on ne comprendrait pas, on ne peut pas agir. Et la mission de l'Institut européen, c'est exactement ça. Démystifier cette intelligence artificielle. Parce qu'on la voit comme un danger. Elle pourrait être un danger. Mais pour la contrôler, pour être là-dedans acteur, pour la mettre au service de l'homme, il faut qu'on comprenne. On fait, et c'est toute notre mission. On parlait avant d'une définition de l'intelligence artificielle. Je voudrais finir en vous donnant ma définition de l'intelligence artificielle. Parce que moi, je ne la vois pas comme une technologie. Vous voyez, nos grands penseurs grecs et romains, ils se questionnaient beaucoup sur l'univers, sur notre monde externe, d'où nous venons, qui l'a créé, où est-ce que nous allons. Mais nous, aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose à l'envers. Nous, on est en train de se demander qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau, de quoi il est fait notre cerveau. Et si vous voulez, en utilisant un mot du baron Karl von Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique, je dis que l'intelligence artificielle, c'est la continuation de la philosophie. Parce que ce que nous, on veut faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau et de les imiter dans des machines pour les mettre au service de l'humanité. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Et il faut la voir comme ça. Et il faut qu'on avance avec cette idée-là. Mieux comprendre notre cerveau,
On a compris les neurones visibles. Récemment, on a compris les neurones miroirs qui sont ceux de la empathie. Et en utilisant ça, on peut recréer dans des machines notre cerveau. Et tout ça, on l'appelle l'intelligence artificielle. Je l'aurais appelé différemment. Quand j'étais patron de Texas Instruments, on l'appelait système expert. Parce que c'est là que tu as une expertise. Et là, j'aurais arrêté. Système expert. Bon, on l'appelait intelligence artificielle. Apprenons, comprenons qu'est-ce qu'il est. C'est une continuation de l'appeler qui après, en utilisant la technologie Deep Learning, Machine Learning, alors il va nous donner des algorithmes, des choses qu'on va mettre dans des machines qui nous aideront à vivre mieux et faire une vie beaucoup plus simple, plus facile. Merci Marco. Jérôme, si tu peux toi aussi nous donner tes quelques mots de fin, parce que là, je pense que Marco nous a fait la définition en conclusion. Mais déjà, je suis très heureux que tu aies pu nous recevoir ici. Merci, un grand merci. Merci à vous de regarder cette belle conférence, même si elle est en visio, nous préférons le présentiel. Il est vraiment important que tout le monde se questionne, mais que tout le monde participe à nos travaux. C'est pour ça qu'on espère que vous nous rejoigniez via le plus grand nombre. Tout le monde a sa place. Il y a tant à faire, mais tout le monde peut porter la bonne parole. Et si ensemble, on se rejoint tous, on sera beaucoup plus fort et on ira beaucoup plus loin. Donc, merci à tous d'essayer de participer à nos projets et de faire le lien, de nous faire de la publicité aussi, parce que l'humanité en a besoin. Et c'est vraiment très important pour nous, ce passage de relais aux nouvelles générations, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'éthique, qu'il y ait beaucoup d'empathie, qu'il y ait beaucoup de bienveillance et que l'intelligence artificielle soit au service de l'humanité. Donc, merci Vincent. Merci Jérôme. Laurence, est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion aussi ? Écoutez, je pense que l'essentiel a été dit, mais c'est vrai que moi, je pense qu'il n'y a pas de petites actions. On connaît l'histoire du colibri qui voulait, avec son petit bec, récupérer un peu d'eau pour éteindre un incendie. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Il peut y avoir des dérives. L'humanité peut aller vers son propre chaos si elle ne maîtrise pas, si elle n'a pas une compréhension, comme le disait Marco, ou comme disait Jérôme, une bienveillance et une question d'empathie. Et c'est vrai que si le robot parle, si le robot m'assiste, il peut être aussi le robot tueur, il peut être le robot qui fait la guerre. Donc je pense qu'il faut ce degré, ce point de vigilance, ce pas de côté qu'on a à l'Institut Européa, parce que de l'intelligence artificielle, beaucoup pourraient dire on en fait partout, on en entend parler tout le temps. Non, justement, on n'en entend pas parler nécessairement avec l'expertise. Et à côté de cette expertise, une vision éthique qui vient de suite recoller la question au bon sens de la terre, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire être capable de penser les choses pour nous et de les projeter dans le futur, parce qu'on n'en est qu'au balbutiement, j'ai envie de dire, on ne sait pas encore exactement la totalité des possibilités que nous offriront ce mélange de technologies, hein, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, on a besoin de ce point de réflexion, et en plus, on est sur la Côte d'Azur, j'ai envie de dire, comme les Grecs dans l'Antiquité, on se mettait sous l'olivier et on réfléchissait, et bien là, on a ce point particulier dans les Alpes-Maritimes qui rayonne sur le monde entier, on l'espère, mais surtout déjà dans un premier temps dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce point de soleil sur lequel on peut réfléchir à autre chose que le quotidien de l'existence pour comprendre la ville du futur, les grands enjeux de cette IA pour le futur. Très bien. Christian, un petit mot ? Moi, en tant qu'argentier, j'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est que je suis très soucieux de soutenir et d'accompagner matériellement et financièrement la démarche de tous nos experts, tous nos experts et toute notre grande famille de l'Institut Européa. Merci encore à vous de vous être déplacés. Merci à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à aller donc sur le site instituteuropéa.eu et de lire le livre Intelligence artificielle en question. Merci encore et à très bientôt. Merci encore. Au revoir.